Alors, l'optimisation fordiste, donc voilà, Taylor, c'est un ingénieur, hein, il travaille dans une usine sidérurgique, donc il met en place ce modèle d'organisation du travail dans son entreprise, et puis petit à petit, ce modèle va, par contagion, hein, va gagner d'autres entreprises. Ford, lui, il va ajouter trois choses extrêmement importantes, et donc après Ford, on parle de Tayloro-Fordisme, si vous voulez. Parce que c'est à la fois, comme c'est de l'optimisation, c'est à la fois Taylor pour l'essentiel, et puis une très nette amélioration de certains points, donc on parle de système Tayloro-Fordiste. Donc normalement pour tout qualifier l'organisation du travail depuis les années 20, on va dire jusqu'aux années 60-70, on devrait parler plutôt que de Taylorisme, de Tayloro-Fordisme. Alors, c'est aussi pour ça qu'il est connu, c'est peut-être pas l'essentiel, mais il est connu pour ça. C'est l'introduction du tapis roulant ou du convoyeur, hein, donc du travail en ligne où les ouvriers doivent aller chercher dans le stock de l'ouvrier précédent l'objet de leur travail, qui peut nécessiter des déplacements physiques et donc des pertes de temps et donc des gains de productivité potentiels. Eh bien, maintenant, les pièces, l'objet du travail des ouvriers, il arrive sur un tapis. D'accord ? Donc, moins de perte de temps. Et puis, l'autre avantage, évidemment, ça permet un contrôle automatique de la productivité du travail. Hein, le contremaître devient inutile pour demander que l'on produise plus vite. Il suffit d'augmenter la vitesse du convoyeur ou du tapis roulant pour contrôler la productivité du travail. Hein, donc c'est une innovation qui est majeure, évidemment. C'est une amélioration majeure du système taylorien. Autre grande innovation fordiste, la standardisation des produits. Ford avait cette phrase magnifique qui disait à peu près « Vous pouvez choisir la voiture de la couleur que vous souhaitez pourvu qu'elle soit noire ». Quel est l'intérêt dans l'entreprise taylorienne ou tayloro-fordiste d'avoir des produits standards, c'est-à-dire uniques? Eh bien, précisément, tout est tellement routinisé, tout est tellement séquencé, tout est tellement divisé au niveau du travail que ça suppose, bien évidemment, la lourdeur du travail en amont, si vous voulez, suppose la pérennité de l'organisation du travail et des procédés de fabrication. Donc, par essence même, le Fordisme n'est pas et guère compatible avec des innovations permanentes. Il suppose la stabilité et la fabrication de produits toujours identiques. D'où cette idée de la standardisation des produits. Pour la petite histoire, Ford a failli disparaître quand, je crois dans les années 30, General Motors, avec l'ingénieur Sloan, a introduit précisément l'idée de gamme de véhicules. Hein, et donc on s'est retrouvé avec un constructeur avec une production différenciée et Ford qui n'avait pas évolué avec une gamme très très étroite de produits standards. Hein, et ils ont failli disparaître. Et Ford a été obligé d'adopter, si vous voulez, la différenciation proposée par General Motors. Enfin, et ça, d'un point de vue macroéconomique, c'est le plus essentiel du tayloro-fordisme, si vous voulez. C'est le partage des gains de productivité. Partage des gains de productivité en trois parts, qui ne sont pas des parts égales, hein, entendons-nous bien, mais tout le monde va bénéficier des gains de productivité. Donc, le premier, ça va être effectivement le client, c'est-à-dire que les biens standardisés produits à une échelle toujours de plus en plus grande coûtent de moins en moins cher. Donc, on va répercuter cette baisse des coûts sur le prix. Donc, le prix des produits industriels baisse, les produits de consommation baissent. Et d'un autre côté, les salariés qui ont contribué pour l'essentiel à ces gains de productivité vont toucher des salaires supérieurs. Hein, c'est la fameuse politique de Ford, $5 day, hein, et $5 pour la journée de travail à cette époque-là, c'est peut-être entre 30 et 50% supérieur à ce qui est proposé pour le même type d'emploi, hein, ailleurs. Donc on paye bien les salariés, ce qui va permettre à ces salariés d'accéder à des normes de consommation leur permettant de consommer les produits industriels qu'ils produisent. Et enfin, la troisième partie, eh bien, c'est les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise. Hein, et donc on va améliorer la rémunération du capital. Pour quelle raison? Eh bien, pour que le capital continue à réinvestir
dans les affaires, hein, et donc pour accumuler, si vous voulez, les moyens de production. Donc c'est un système qui roule bien, qui est parfait, hein, et c'est les mécanismes de croissance des 30 Glorieuses en Europe que je vous décris là. Hein. Ce système de partage de la valeur ajoutée, plus les innovations sur les produits, eh bien, explique finalement, pour l'essentiel, les 30 Glorieuses européennes.